Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à Débat de presse ce matin. 3 sujets convoqués au débat. D'abord, le premier, la fin des dépôts de candidature à la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso. 23 candidats, parmi lesquels 3 femmes. Des dossiers reçus par la Commission électorale nationale indépendante en attendant leur validation et leur publication pour le 10 octobre prochain. Une panoplie de dossiers où on y retrouve du tout, des nouveaux, des anciens, des Amazones, au regard de ce qui a été donné de voir. À quoi peut-on s'attendre pour la validation de ces listes? On en débat ce matin et ce matin également. La rentrée scolaire au Burkina Faso où 5 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école malgré la crise sanitaire et sécuritaire. Le ministre en charge de l'éducation nationale appelle à un engagement renouvelé. Quelle analyse faire de cette actualité? On en débat ce matin. Et ce matin, enfin, la Côte d'Ivoire avec les craintes d'une nouvelle crise toujours vive. L'opposition qui est toujours vent debout contre le troisième mandat de Alassane Ouattara. La désobéissance civile décrétée par l'opposition peut-elle prospérer? On en débat, réponse en quelques instants avec nos invités et nos invités. Dieudonné Zoungana de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse ce matin, Paul Mikirwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Bonjour Kindo, bonjour à tous. Et merci d'être là. Merci. Troisième invité, Albert Nagrego de Libre Info. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Et quatrième invité, Yacinthe Bourouseke Sanon de Omega FM. Bonjour Yacinthe. Bonjour Fousseni. Et merci de venir pour le débat. On commence avec vous d'ailleurs Yacinthe. Le dépôt des candidatures à la présidentielle de novembre prochain au Burkina Faso, des candidatures aussi nombreuses que les Nodala, et certainement on n'a pas vu votre candidature. Je ne suis pas encore prêt, lorsque viendra le moment peut-être je vais m'y lancer, mais déjà 23 Burkinabés se sont dit prêts à faire acte de candidature à la candidature, parce qu'il faut que la candidature soit effectivement validée pour qu'il soit candidat. Et parmi ces 23, vous l'avez dit, on a 3 femmes, en l'occurrence Yeli Mounikam, Justine Koulibaly Kelem et Korotimi Goreti, et un qui a moins de 35 ans. L'âge requis pour être président est de 35 ans, lui il a 29 ans. Il a déposé néanmoins sa candidature, quitte à la commission de statuer sur ces différentes candidatures. En tout cas, déjà, on a une idée de ce à quoi va ressembler la présidentielle, puisque déjà, lors du dépôt, on a 10 dossiers qui ont été déposés incomplets. Sur les 23, donc on imagine qu'avec la commission ça va se décanter. On aura en tout cas en gros sans hasarder une quinzaine de candidatures pour cette présidentielle qui se dégagent déjà à l'observation. Ça augure de joutes pendant cette campagne-là. On a des, comme vous le dites, des noms auxquels on s'attendait plus ou moins. Il y a de nouveaux. On attend de voir véritablement le comportement de chacun. Mais pour moi, c'est déjà bon que les Burkinabés, en tout cas, prétendent à la magistrature suprême. Bien sûr, le débat sur la constitutionnalité de certaines mesures pour être président du Faso est également bon à poser, parce que est-ce qu'aujourd'hui, pour être président du Faso, il faut avoir une certaine somme d'argent? Est-ce que pour être président du Faso, il faut avoir l'adoubement d'un certain nombre d'élus? Tout ça, c'est un débat qui, pour moi, est assez intéressant pour la constitution du Burkina et pour la nation burkinabé. Donc, c'est aussi l'occasion, avec ce dépôt-là, de poser ce débat avec le travail de la Commission électorale nationale indépendante et le recours éventuellement devant le Conseil constitutionnel, de poser ce débat et de trancher, en tout cas pour la bonne marche du pays. Justement, Dieudonné, certains de ces candidats, ces 23 candidats parlent de critères discriminatoires. Or, ce sont des dispositions de la loi fondamentale du Burkina Faso, notamment les questions de caution, les questions de parrainage. Finalement, est-ce qu'il ne faut pas prendre les Burkinabés au sérieux? Parce que c'est notre loi fondamentale que nous avons adoptée. Oui, et dans cette fournée de 23 postulants, effectivement, bon, comme on le dit toujours, on a des candidats sérieux,
Bon, on a des faiseurs de rois et comme je dis, on a aussi des saltimbanques. Des gens qui sont venus pour amuser la galerie. Bon, ça, dans toute élection, il y a ces 3 catégories-là. Bon, il y a aussi les élections qui se genrent de plus en plus. On a 3 femmes, c'est pas mal. Oui, discriminatoire, je ne crois pas. Il y a non seulement la loi fondamentale qui prescrit cela. Je vais d'abord, bon, sur la forme, on peut dire que, bon, chacun a fait son show, hein. Bon, je retiens de ces dépôts-là. Bon, il y en a qui ont fait le show pour venir, notamment Eddy Kombero, qui a s'empaté du Kwame Nkrumah jusqu'à la CENI, entouré de centaines de personnes, même un porte-char. Bon, Zéphirin, lui, il a médiatisé le rassemblement de sa caution. Tandis que certains se coltinaient les 25 millions. Lui, ses enfants, comme il dit, qui ont cotisé pour lui. On a vu Simon aussi qui était entouré de gens en orange pour venir déposer le dossier du président sortant. Bon, on a vu aussi que certains qui sont venus à minuit moins, pratiquement en 4 minutes. Je ne sais pas le dernier là, qui est venu à quelques minutes de minuit pour déposer. Donc, ça c'est la forme. Maintenant, vous me parlez des critères, mais c'est des critères qui sont là, qui sont édictés par nos lois. Et je vais m'en tenir seulement au niveau de la caution. Moi, j'ai toujours dit, si vous n'avez pas le nerf de la guerre, il ne faut pas venir pour faire la politique. Moi, c'est ma position. Si vous ne pouvez pas, parce que pour quelqu'un qui veut être président, s'il ne peut pas trouver 25 millions, vraiment, je pense que c'est mieux qu'il ait vraiment faire autre chose. Voilà. Parce que quand même, c'est... Vous rejoignez Abdul Karim Sango, il ne peut pas faire de la musique. Ouais, le mandat suprême, là, ce n'est pas vraiment pour venir s'amuser. Et déjà, au niveau de la caution, qu'apparaît en filigrane l'envergure des candidats. Déjà, le tamis se fait là, on voit certains qui ne peuvent même pas rassembler 1 million, 2 millions. Et vous voulez être président, vous allez battre campagne comment? Non, l'argument ici pour ces candidats, c'est de dire que la question de la magistrature suprême ne doit pas être ramenée à une question d'argent. Non, c'est pas une question, mais c'est des conditions, même les parrainages. C'est quand même, il faut quand même fixer des... Bon, donc on laisse libre cours comme ça, et puis bon, on a 1 million de... Est-ce que on est supposé tous être égaux. Voilà, est-ce que oui, mais c'est égaux, mais quand même c'est des élections, il faut quand même édicter des règles. Je pense que la démocratie aussi, il y a quand même un certain nombre de règles. Et ce n'est pas ici, même dans les démocraties, j'aurai le temps de... Même dans les démocraties achevées là, regardez aux États-Unis. Si vous permettez, en 2 minutes. Regardez aux États-Unis, par exemple. C'est la capacité du candidat à lever des fonds qui lui permet d'être locataire de la maison ovale. Si aujourd'hui, Trump, il fait ce qu'il veut, c'est qu'il est passé outre même les richissimes gens de son parti. Des gens, mais c'est de sa cassette personnelle qu'il a financé sa campagne. Il a eu. Mais surtout, c'est la capacité à lever les fonds là qui font que, bon, vous pouvez avoir la magistrature suprême ou pas. Est-ce que la démocratie doit se réduire à ce jeu de est-ce que j'ai les moyens ou pas? Malheureusement, les Burkinabés sont libres et égaux devant la loi. Malheureusement, que ça soit aux États-Unis ou en Afrique, malheureusement, les convictions de plus en plus sont monnayables. Et de Bangui à Ouagadougou, en passant par Abidjan, Lomé, qui paye le plus finit toujours par commander, par gagner, hélas. Paul Miki, est-ce que c'est votre avis également? Alors, je partage en partie, en tout cas, l'avis de Dieudonné Zoungrana sur ces questions de caution et de parrainage, parce que je pense qu'il a raison. Quand on a des ambitions pour diriger un pays, on doit également avoir le minimum de moyens financiers. Mais je pense que les deux également sont liés. Alors, moi, de mon point de vue, le plus important pour être candidat à une élection présidentielle, c'est sa capacité de proposer un programme de société et qui répond à l'aspiration des Burkinabés. Ça, c'est de deux, sa capacité de mobilisation populaire également, parce qu'on ne vient pas pour être chef de l'État qui veut. Donc, si on a cette capacité-là, on devrait également avoir les moyens de réunir 25 millions de francs CFA. On a entendu des gens dire que l'on soit un candidat indépendant ou que l'on soit un candidat porté par un parti politique, cela suppose qu'on a du monde derrière. Si on a même seulement 25 000 militants et chacun des 25 000 militants donne 1000 francs, on a les 25 millions pour être candidat. Donc, en réalité, les deux sont liés. Mais je suis d'accord avec certains également qui disent que
il ne faut pas mettre au devant le critère de l'argent et qui permet malheureusement d'éliminer certains. On a vu des candidats à la présidentielle qui ont déposé, je prends l'exemple du professeur Soma, et qui fait remarquer qu'avec ces conditions-là, quelqu'un ne peut pas partir du Burkina profond et puis venir être chef d'État. Parce que non seulement il y a la caution de 25 millions de francs CFA, mais il y a également cette question de parrainage qui semble être le plus difficile d'ailleurs à régler, puisque il se trouve qu'il y a des candidats qui ne peuvent pas avoir facilement les 50 signatures. Donc on a le délit d'impopularité et qu'il faut travailler à régler, parce que c'est ce qu'on a voulu corriger effectivement avec cette affaire de parrainage. Mais moi je pense qu'on aurait pu imaginer d'autres scénarios. C'est vrai que les lois se ressemblent, hein, quand on jette coup d'œil sur ce qui se passe un peu partout en Afrique, on a ces deux critères-là qui permettent aux gens d'être candidats à une élection présidentielle. La caution et puis le parrainage. Peut-être qu'ici, à notre niveau, on peut évoluer et puis voir d'autres critères que l'on peut mettre en avant, notamment le programme de société. Peut-être qu'on peut imaginer un scénario où on fait un premier tri avec la capacité de l'homme à vouloir diriger un pays. Tout à fait, une sorte de primaire, puisque ce qui a été donné de voir malheureusement, et je suis au regret de le dénoncer, c'est qu'on a, comme Dedon l'a dit, vu certains candidats qui sont à la limite des plaisantins. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas donc être candidats officiels, mais ils viennent quand même parce que la loi leur permet de venir déposer un dossier incomplet et quitte à ce qu'ils soient recalés à un certain niveau. Peut-être qu'on peut corriger les choses à ce niveau. En même temps également, je crois qu'il faut, parlant de cette histoire de caution, peut-être regarder de près comment est-ce que l'on peut faire en sorte que cette caution soit remplacée par d'autres choses. On a vu des candidats même qui ont proposé que, à défaut d'avoir le parrainage, il faut peut-être payer beaucoup plus pour combler cela. Et quand on parle de parrainage, on prend l'exemple d'un candidat comme Roch-Marc Christian Kaboré qui visiblement n'a pas besoin de parrainage puisqu'il a déjà dirigé le pays. Donc on estime que ces militants, ces élus peuvent aller parrainer d'autres. Voilà un peu de tout ce que l'on voit. Mais il faut savoir effectivement que la question de caution, c'est dans tous les pays. Et je pense que le Burkina même est à 25 millions. Donc, quand on parle l'exemple de la Côte d'Ivoire, ils sont à 50 millions de francs CFA. Le Bénin à côté, et qui est le pays où la caution est plus élevée en Afrique, de 150 millions. Mais je pense qu'il faut éviter effectivement ces comparaisons parce que nous pouvons créer des conditions qui nous sont, et des critères qui nous sont propres par rapport à l'élan des uns et des autres, aller vers la magistrature suprême plutôt que de rester cantonné à des critères qui excluent malheureusement le Burkinabé lambda qui ne peut pas partir du Burkina profond et pour être un candidat adoubé à l'élection présidentielle. Oui, Albert. Oui, sur la question, moi je pense que c'est un faux débat parce que ceux qui se plaignent de la caution aujourd'hui, c'est très simple. Ils évoquent la Constitution. Autant on peut évoquer la Constitution, allez-y saisir l'Assemblée nationale ou demander une proposition de loi par rapport à ça, ou demander un projet de loi pour que cette partie-là, cette disposition-là soit levée. Et on n'a pas besoin de faire un débat ou d'attendre le jour de dépôt des candidatures pour venir dire que non, je trouve injuste par rapport aux 25 millions. Le code électoral, il a été modifié il n'y a pas longtemps. Donc quand on a des problèmes pareils, c'est peut-être l'autorité compétente ou les juridictions, les institutions compétentes pour poser le problème et puis lever ça et puis nous faire l'économie de certains débats qui ne nous avancent pas. Moi, je dirais plutôt même qu'il faut aller vers le système américain où on n'aura que 2 candidats. L'opposition choisit un candidat, la majorité choisit un candidat et on a des candidats qui s'affrontent légalement. On voit sur le terrain le programme politique de tout un chacun et puis on choisit on élit le vainqueur. Parce que à la limite, c'est un peu ridicule. On a vu 23 noms. Les 23 noms, il y a au moins 5 ou 6 qui ont déjà l'expérience de la présidentielle. Quand on prend Ablassé Ouedraogo, Taïrou Bari, encore Zéphirin Diabré, Roch Kaboré, pour ne pas citer que ceux-là, ils ont déjà fait la présidentielle. Bon, ça c'est une expérience. Mais il y a d'autres qui viennent également avec l'intention bien claire d'amuser la galerie. Et moi, je ne sais pas qui profite de ce travail. Non seulement c'est l'argent du contribuable, encore que la CENI va travailler, le Conseil constitutionnel va passer des heures à examiner des dossiers incomplets pour donner une décision finale. Donc moi, je pense qu'il faut même réviser les choses pour qu'on arrive à un certain niveau où on a un candidat de l'opposition et on a un candidat de la majorité. Donc, on a vu par exemple un certain Abdou Nassirou Sanfo qui est revenu 2 fois. D'abord, il dit qu'il ne savait pas Pourtant, il fait partie des premiers à déclarer sa candidature. Donc, en principe, vous partez à une élection présidentielle, vous êtes entouré de tout un cabinet, de tout un staff qui travaille. Et ça, quand vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel qui a délibéré, par exemple, qui a validé la candidature de Harry Kona Bédié, beaucoup avaient déjà dit à l'avance qu'il ne pouvait pas être candidat tout simplement parce qu'il est d'office membre du Conseil constitutionnel. Mais quand on regarde le Conseil constitutionnel qui délibère, on sent que le candidat, il s'est entouré de grands juristes pour constituer son dossier parce que c'est comme on le dit dans le jargon, c'est béton.
Le Conseil constitutionnel te lit ça et te dit qu'au regard de son poste de membre du Conseil constitutionnel, il a déposé sa démission du Conseil constitutionnel tel jour, en date de temps, il a fourni tel document. Ce que par exemple Laurent Gbagbo n'a pas fait, ou ce que peut-être tel candidat n'a pas fait par rapport à telle procédure. Mais on sent qu'il n'y a pas de la mesure, c'est pas de l'à peu près. Et au finish, quand on a 4 candidats, on voit que les dossiers des 4 candidats également, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Donc on devrait arriver à ça aussi à tous les niveaux. On ne va pas déposer des dossiers de plaisantins devant le Conseil constitutionnel pour demander que des gens passent des nuits à vérifier. Il y a telle pièce qui manque, comme si on partait déposer un concours de la fonction publique, un concours direct ou, je ne sais pas moi, un concours d'entrée dans une administration. C'est quand même la présidence du Faso, ce n'est pas du jeu. Oui, Dieudonné. Oui, je rebondis sur ce que Albert a dit. Avoir deux cotéries politiques, c'est bien, hein? Mais c'est un vieux débat. Cela veut dire que, en fait, il faut que le MATDC, qu'on administre, qu'on impose le nombre de partis pour se regrouper. Ce qui veut dire que c'est en fait, il faut imposer. Est-ce que vraiment, parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent toujours avoir 1000 partis politiques, que d'avoir 2, parce que ça va être difficile. Parce que là, en ce moment, c'est l'État qui doit imposer. Voilà, regroupez-vous, opposition, pouvoir, ce qui me paraîtra assez difficile. Rien que dans le CFOP. Dans le CFOP, regardez même, voilà, on a le CFOP, on a l'ONA, organisé quoi. Non, je ne demande pas aujourd'hui, c'est un débat qu'il faut poser. Oui, mais le débat est vieux. Oui, terminé. Ensuite, Albert, vous aurez la parole pour repréciser votre pensée. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur la caution et je dis que même au-delà des 25 000, si vous êtes candidat et que vous n'avez pas le nerf de la guerre pour battre, parce qu'une présidentielle coûte très cher. C'est pas sous nos cieux. Partout, elle coûte cher. J'ai pris l'exemple des États-Unis parce que c'est assez illustratif. Là-bas, c'est en fonction du nombre de zéros de votre chèque que vraiment vous êtes vraiment... Et tous ceux qui ont cotisé pour le président, et pratiquement, si on prend le cas de Obama, par exemple, en 2008, Obama a refusé de prendre l'argent public pour battre sa campagne, qui était de 84 millions. Donc, il a basé ses fonds sur les fonds privés. Et il a battu son challenger, John McCain, de près de 400 millions. Mais tous ceux qui ont cotisé sur 80 ambassadeurs, par exemple, comme ça, il y a eu 48 qui étaient des milliardaires qui l'ont nommé comme ambassadeur. Mais c'est des gens qui ont cotisé. Ce n'est pas du donnant-donnant. Mais en réalité, il y a un retour sur investissement. Donc la politique devient du business. Voilà, oui. Et le dollar a détruit aujourd'hui la démocratie américaine. La démocratie tocquevillienne de Alexis de Tocqueville est dépassée. Aujourd'hui, c'est l'argent qui est sous nos cieux. Et revenant en Afrique, moi je le dis aussi et je le pense, si Dieu nous donne longue vie, je pense que d'ici 10 à 15 ans, on parlait de la semaine passée de la professionnalisation de la politique. D'ici 10 à 15 ans, c'est l'économique qui va dicter sa loi dans le politique. Un maillard économique, un ticone de l'économie, s'il voit que lui-même il ne peut pas se jeter dans l'arène, il va financer quelqu'un et le gars va être élu. On va vers ça. Ça a déjà commencé au Bénin avec tous les désidératas que cela comportera. Peut-être qu'au début, on aura des milliardaires présidents qui vont tanguer, mais au fur et à mesure, l'économique va dire. Parce qu'on est dans un monde où c'est l'économie qui dicte tout. On a beau dire l'argent a détruit les démocraties, que ce soit sous d'autres cieux ou en Afrique. Oui, Hyacinthe. Alors, il y a plusieurs aspects déjà dans le plan de développement. Mais il y a un aspect déjà, c'est la qualification de plaisantin sur laquelle moi je ne suis pas d'accord. Plaisantin? Oui, parce que je pense qu'ils sont libres de poser, leur candidature comme ils l'entendent, et deux, d'amener le débat là où ils le veulent. On a le débat sur ces deux aspects, la caution et le parrainage. S'ils veulent justement, je pense que c'est l'une des meilleures voies de le poser devant l'instance qui est la garante de la Constitution burkinabé, qui va donc statuer et donner une réponse claire. Je pense qu'ils pourront éventuellement réagir s'il y a lieu, en tout cas à cette instance-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est une voie qu'ils ont choisie, que certains en tout cas ont choisi pour dénoncer cette question de caution, cette question de parrainage, de déposer les dossiers sans ces différents éléments. Maintenant, le processus, on verra, ils pourront éventuellement se défendre eux aussi, mais je pense que c'est tout à fait dans leur droit. Ensuite, ce débat sur le fait de calibrer la majorité opposition, je pense qu'on
aujourd'hui, de plus en plus, on a les candidatures indépendantes. Ouais. Qu'en fait-on aujourd'hui au Burkina? Est-on obligé d'être affilié à un parti politique pour prétendre à la magistrature suprême ou pour prétendre à tout autre poste électif au Burkina? Et c'est tout ça qui remet en cause la question des parrainages. Parce que les parrains, si on peut les appeler ainsi, sont justement des membres de partis politiques. Aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, ceux-là vers lesquels vous êtes obligé de vous tourner sont déjà dans des partis politiques. Et souvent, il a même besoin de la caution du président de son parti. Tout à fait. Pour donner, lui, sa caution à son tour. Ce qui pose un vrai débat aujourd'hui. Et je pense que c'est en cela qu'il faut, que ce débat-là se mène. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Jusqu'où c'est encore pertinent de demander ce parrainage? Parce qu'on n'a pas véritablement des élus indépendants dans les différents conseils municipaux, dans les différents, aussi bien au sein de l'hémicycle. Donc, comment on fait un parrainage sans amener quelqu'un à aller solliciter les voix d'un conseil municipal qui est affilié à un parti politique et lui aussi peut-être candidat à la même échéance. Donc, il y a ce débat-là. Je pense que c'est l'occasion de le mener avec les différentes candidatures. Bien sûr, la question de la caution, on ne va jamais finir d'en parler. Faut-il être riche pour être président du Faso? Ça, c'est une autre question parce que pour moi, ce n'est pas la richesse qui empêcherait d'être un voleur ou pas riche. Pour avoir... Oui, Dieudonné, il termine et oui. Faut-il avoir un certain pouvoir financier pour prétendre à la magistrature suprême? Pour moi, ce n'est pas ça qui est garant de la bonne moralité ou en tout cas du candidat. Donc tout ça, c'est un débat. C'est des questions qui sont posées aujourd'hui sur la place publique. Bien sûr, je pense que c'est au Burkinabé de se prononcer dessus. Et ces candidats-là ont eu le mérite pour moi d'amener cette question. L'étape de dépôt des candidatures augure des débats de fond. On l'a commencé sur un certain nombre de sujets. Oui, juste Dieudonné. Le débat n'est pas la moralité ici. Je pense que c'est la capacité quand même à financer sa campagne et quand même à montrer que on a quand même une certaine assise financière. Pour moi, vraiment, si vous n'avez pas ça... Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Oui, si vous n'avez pas ça, je ne dis pas on n'a pas besoin de... Mais si vous n'avez pas ça, c'est un peu difficile même de battre. On a vu dans le passé des candidats même qui ne peuvent même pas battre campagne. On parle même à leur domicile. On dit, dites-nous pour couvrir même. Moi, qu'est-ce que vous faites comme activité? Le monsieur, il dit non. Voilà, non, il est assis sur lui. Il dit parce qu'il n'a pas un rond. Il n'a pas un rond, non. Moi, vraiment. La campagne est si je ne parle pas de. Non, je ne parle pas de Yacine. Arrêtons le débat. Yacine, vous êtes en train de biaiser le débat. Moi, on ne dit pas qu'il faut être Crésus. Mais si vous n'avez pas un minimum, moi, je maintiens. Allez faire autre chose, ne venez pas dans l'arène politique, parce que pour être président, vous êtes un dirigeant. Les gens, les militants, vous imaginez même quand vous battez campagne, quand vous arrivez dans un village, vous finissez un meeting. Mais après le meeting là, mais vous devez recevoir même des gens qui viennent vous donner la leur corruption électorale. Non. C'est justement tout cette pratique. Il faut le faire. Non, c'est justement tout ça qu'il faut le faire. Réagir. Non, Yacine. C'est l'angélisme. On est parti. On aura compris. Yacine, on vous a compris également. Je voulais juste réagir au propos de Yacine qui s'érige un peu en défenseur de ces candidats fantaisistes, on peut les appeler ainsi. Non, moi je réponds. Non, justement, ils ont eu effectivement l'avantage de poser le débat, mais je pense que le débat aurait pu être posé dans un cadre autre que celui qui consiste à venir être candidat tout en sachant que l'on va être recalé. Parce qu'en venant justement à la Commission électorale nationale indépendante, je suppose qu'ils connaissaient très bien les conditions qu'il fallait réunir pour être candidat. Il y en a qui sont allés en toute connaissance de cause, ils savaient très bien qu'ils ne remplissent pas les conditions, ils vont juste pour amuser la galerie. C'est ce qui n'est pas intéressant de mon point de vue, parce que je suppose quand même qu'on est là dans un domaine assez sérieux, parlant justement de la magistrature suprême, la candidature à l'élection présidentielle. Il y en a qui l'ont fait quand même juste pour peut-être profiter du tapis rouge de la CENI, profiter ensuite des médias, alors que bon, je pense qu'il fallait donc quelque chose de plus sérieux. Maintenant, sur l'aspect de la caution, je reviens pour dire effectivement que les deux sont liés. Si on a une certaine popularité à la base, on a des militants, on a une ambition pour le pays, on a un programme de société, on ne peut pas souffrir de pouvoir réunir effectivement 25 millions, même si on n'a pas l'argent ce soir. Je pense que les
milliers de militants que l'on a peuvent se cotiser pour le faire. D'ailleurs, on a vu certains candidats dont la caution aurait été payée, en tout cas c'est ce qui nous a été donné de voir, par des militants. C'était le cas de Zéphirin Diabré, ça a été d'ailleurs le cas également de Roch-Marc Christian Kabore. On ne sait pas comment les choses sont passées, mais on a entendu effectivement. Eddy Kombego, pareil, on a vu sa caution en parlant de Roch-Marc Christian Kabore qui a été annoncée depuis Bobo Dioulasso à l'occasion d'un congrès d'un parti, congrès d'investiture. Donc ça montre quand même que si on est sérieux, le problème de 25 millions ne se pose pas. Mais de l'autre côté aussi, comme Dieudonné l'a dit, et si on n'a pas 25 millions pour être candidat, on ne peut pas avoir autant d'argent pour battre campagne, pour être élu. C'est vrai qu'on peut imaginer effectivement quelqu'un qui a un bon programme peut être mobilisateur, mais là c'est dans d'autres pays. Hein. On n'a qu'à être sérieux, on n'a qu'à être vraiment réaliste. Ça ne marche pas ici. On est dans un contexte où il faut peut-être revoir les choses. Moi j'aurais bien voulu que la CENI mette des balises. Peut-être que c'est la loi, c'est pas la CENI. La CENI n'a fait qu'appliquer la loi ici. Que l'on mette des balises dès le départ. Et que l'on fasse une première sélection des candidats, quand il y a des candidatures fantaisistes là, que l'on les écarte et qu'on épargne tout cela des médias parce que des gens sont allés passer la nuit à la CENI pour écouter des choses qui n'en valaient pas la peine. Être réaliste, c'est également votre avis, Albert? Oui, moi j'allais être même plus encore. Ayons le courage des mots. Faut pas, on va faire un faux débat. Pour moi même, pour être là, il faut même être au moins élu conseiller municipal ou même avoir été élu une fois conseiller municipal. Parce que des gens qui sont là, qui ne peuvent même pas battre campagne au niveau du secteur ou au niveau de l'arrondissement pour pouvoir se faire élire conseiller municipal, sauf du jour au lendemain, on veut être présent. Parce que, non, Yassine, toi, Yassine, vous permettez à de terminer. On s'élève là parce qu'on a les 25 millions, on vient, on saute qu'on veut être candidat, on veut peut-être occuper l'espace médiatique ou politique. C'est pas ça l'essentiel. Nous, on veut des vrais candidats, des dossiers sérieux pour débattre, pour voir qui a le vrai programme pour le Burkina et qui il faut choisir. Et si on ne prend pas garde, il prenait l'exemple tout ce Dieu donnait parlait tous des économistes celui qui a plus de moyens qui va arriver aux affaires demain. Si on ne prend pas garde, c'est ce qui va arriver. Parce que moi j'ai vu un responsable du parti politique qui dit que ceux qui auront problème de parrainage, ils peuvent venir les voir et ils vont essayer de voir leurs conseillers municipaux pour leur donner leur voix. Et on a vu des partis qui ont lancé ici comme un appel à candidature pour dire s'il y a des gens qui sont volontaires pour venir s'inscrire sur les listes pour être candidats aux élections législatives, ils peuvent venir. Mais attends, c'est des gens qui vont aller à l'Assemblée nationale pour travailler, voter des lois et on s'élève à 1 mois ou à 2 semaines de dépôt de candidature. On fait appel à la candidature de volontaires qui veulent venir donner leur nom pour être candidats aux élections législatives. Il suffit que moi j'ai 50 millions quelque part, je suis sûr que je peux donner mon nom et puis aller battre campagne dans une province pour me faire élire député sans forcément une conviction, sans forcément une ambition politique. Et demain, je me retrouve à l'Assemblée en train d'écouter des projets de loi ou des propositions de loi que je ne comprends pas. Et là, on est en train de courir un danger parce que à la longue, on risque d'avoir une Assemblée nationale ici avec des gens qui sont là, qui pensent que c'est un marché où on est venu pour faire des défilés, on est venu pour faire des achats, pour faire des offres, des propositions. Et c'est ça le risque aussi. Donc moi, je pense que les textes, il faut même les revoir et qu'on puisse les appliquer, qu'on ait des textes sérieux que de vouloir faire des textes et on laisse des ouvertures à des gens qui se croient malins, qui passent derrière, qui viennent. Moi, j'insiste sur le fait de plaisanter parce que pour moi, quand on se lève pour aller déposer son dossier, à la veille, on prend le soin de regarder si toutes les pièces sont là. On ne peut pas prendre le soin d'aller déposer des dossiers à la CENI pour une élection présidentielle et on regarde qu'il n'y a pas le chèque, la quittance qui montre que j'ai payé les 25 millions. Encore, on est surpris qu'il n'y a pas de parrainage. Il n'y a pas de photo. Après pas ça, il y a des pièces d'identité. Vous ne voulez pas qu'on dise que c'est des plaisantins. Il y a des pièces d'identité qui à certains dossiers. Moi, j'aurais aimé que, j'aurais accepté que quelqu'un dépose son dossier. Tout est complet. Mais arrivé au Conseil constitutionnel, on a vérifié peut-être, le gars, il est frappé par un truc pénal ou un truc. On dit, bon, compte tenu de ça, voilà. Mais sur la base des pièces élémentaires. Il n'y en a pas. Même moi aujourd'hui, je n'ai pas les 25 millions, mais tout ce qui est pièces, au moins je peux réunir quand même pour aller déposer. Il y en a qui sont et ils ont dit, je ne savais pas qu'il fallait telle ou telle pièce. Il faut se renseigner avant de venir. La moralité de il nous faut quand même des hommes d'État et non des hommes d'estrade. Des gens qui veulent seulement que l'histoire retienne. Bon, j'ai été candidat à la présidentielle. Il y en a, ça leur suffit. Mais ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné, oui, pour alourdir leur CV. Mais le pays a besoin d'hommes d'État, pas d'hommes d'estrade ou des matuvus. Bon, ou bien, je ne sais pas. Donc, je pense que quand on oublie quand même sa photo, oui, je rebondis, quand on oublie sa photo, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que même quand on va pour déposer un dossier de concours là,
On prend le soin de voir, il y a mon acte de naissance, disent que il y a ça, les c'est dans le- diplômes, dans le il y a voilà, il y a le quoi, véhicule. il y a le quoi. Mais on part si et on a eu des jours pour préparer. C'est pas du jour au lendemain qu'on s'est. Tout à fait. Oui, on a eu des jours. Donc, Une s'il y a- élection, c'est toute une machine. oui, donc, oui. C'est que vous avez Il y a un groupe même qui doit réfléchir à tous les niveaux, que Et ce soit qui- communication, stratégie politique, relations, que ce soit également le travail de l'image, que ce soit des juristes qui sont Ce n'est en même, tout. ce n'est même pas au candidat de vérifier. Il devait avoir un staff qui vérifie est-ce que le dossier de notre cheval là, de notre cornac là est vraiment en béton. On vérifie feuille par feuille et on va déposer. Mais souvent c'est l'individu solitaire. On voit aussi c'est des gens. On vient en moto. Oui, Comme vient en moto. le MPS, on a vu tout récemment le MPS. Candidat annoncé à Ouagadougou, avorté, Investi virtuellement. mais ils sont allés déposer Poser. le dossier encore. Oui. Malgré qu'ils savent que quand même il faut être présent. Donc, bon, quand Sur même, la il faut- présidentielle, on aura l'occasion de revenir sur la présidentielle. Certainement que le Roch 10, n'était pas là oui, physiquement. oui, allez-y. Non, ils ne sont pas dans la même logique. Oui, Niki. non. Roch n'est pas là physiquement et Zidane n'est pas là Non, Oui, physiquement. C'est pas oui, la mais même pour chose. On n'a le pas cas besoin de d'être physiquement. Non, non, parce que- parce que- mais son cas quand même est problématique. Yacine Il a a demandé la parole. Oui. Non, juste deux aspects rapidement, sans angélisme, sur le débat sur la capacité financière de celui qui prétend à la magistrature suprême. Je répète, justement, si on est venu ce matin débattre de ça, c'est parce qu'il y a eu des candidats qui ont posé cette problématique. Aujourd'hui, ils ont eu le mérite de poser ce problème. Et ce débat va se mener, ça va pas se finir ici. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la question d'être Crésus pour être président de façon. Ensuite, là où je dis justement que ces candidats-là ont eu cette audace et qu'on ne peut pas les qualifier de plaisanter, parce que vous avez des personnalités. Si l'on reprend schématiquement ce qui a été reproché, lorsqu'on prend certains exemples de pièces qui ont manqué, ces personnalités-là ont participé, pour celui qui est venu, par exemple, qui a oublié sa pièce d'identité dans son véhicule, qui dit avoir eu une panne en venant, il a sa troisième présidentielle, quoique on puisse trouver à redire. Pour ceux-là qui ne sont pas venus avec les cautions et les parrainages, il y en a qui sont venus avec des chèques, il y en a qui sont venus avec du cash. Aujourd'hui, il y a toute cette question de communication également autour de la présidentielle qu'il faut reposer. Et je pense que c'est tout cela qu'on doit retirer comme leçon. Sinon, si on reste sur la qualification d'un ou tel candidat, bien sûr, on est enclin à ne penser que ceux qui ont une carrière politique et une certaine expérience de la présidentielle sont ceux-là qui ne sont pas des présidentaires. Et c'est pour ça, en tout cas, je ne suis pas... On va quand même passer au second sujet. Mais on n'a pas dit que ceux qui n'ont pas la capacité de payer les 25 millions, qui sont les plaisantins. Les plaisantins, c'est entre autres ce que Albert a énuméré, ceux qui vont en dilettantisme. Mais on repose le problème en disant quand même que si la loi a dit qu'il faut un minimum de 20, ils ont eu le courage de poser le débat, c'est vrai, mais en même temps aussi, on peut leur opposer en disant, on peut leur opposer aussi l'argument en disant, si vous n'avez pas, vous ne remplissez pas les conditions, si vous n'avez pas les 25 millions, il va vous être difficile même de battre campagne pour vous faire élire. Oui, on aura compris. Donc, d'ici, on va attendre certainement la subvention de la campagne ne peut pas tenir 5 bons meetings. Je n'en ai aucune idée, je ne suis pas pour mais mais je je dis que c'est... Si on aura l'occasion de revenir là-dessus. Si tu ne pas de la subvention, tu dois savoir... c'est pas comme si tu allais aussi sans un prétexte. Non, parce que la subvention de la campagne ne peut même pas faire 5 bons meetings. Je ne sais pas. Même à Ouagadougou, on ne parle même pas sorti. Non, on ne sait pas... Moi, j'aurais aimé qu'on pose peut-être le débat. Si aujourd'hui, comment ils appellent ça, le financement pour le campagne, là, chacun finance la campagne. Je crois qu'il y a un certain niveau là, pour ne pas tomber dans le blanchiment. Oui, je sais pas. Voilà, le plafonnage. Le mot m'échappe. Oui, moi j'aurais aimé qu'on mène le débat peut-être plus dans ce sens-là, que de vouloir peut-être, je vais dire, divertir les gens avec... Tout à fait. Paul Miki, on va passer au second sujet de ce débat de presse, la rentrée scolaire avec 5 millions d'élèves qui ont repris le chemin des classes depuis le 1er octobre dernier, malgré des conditions difficiles, notamment la crise sanitaire du Covid-19 qui est toujours saisissante et également la crise sécuritaire aussi. Et votre analyse
tout le souhait des parents d'élèves et des élèves, certainement que les choses se passent normalement. Oui, c'est ça le souhait et je crois que c'est à plusieurs niveaux. Hein. Vous avez parlé de la crise sécuritaire, la crise sanitaire avec le coronavirus, mais il faut également ajouter la crise sociale avec la fronde des enseignants. Et il y a des revendications qui ont été mises sous boisseau, mais qui sont toujours d'actualité. Donc il faut prier et pour que les choses se passent bien pour cette rentrée. Alors déjà pour la crise sanitaire, je pense que le ministre l'a expliqué à plusieurs fois. Il y a eu des mesures qui ont été prises depuis l'année dernière pour faire en sorte justement que les élèves puissent reprendre le chemin des écoles dans de bonnes conditions et pour éviter justement que la maladie à coronavirus ne frappe l'école, puisque nous sommes dans un contexte où les mesures barrières ont été édictées. On a cette affaire de cache-nez qui a défrayé la chronique depuis l'année, qui s'est achevée en queue de poisson. Et il faut donc revoir cette année pour faire en sorte justement que les élèves soient dotés, même si là on a l'impression que ce ne sont que des paroles, parce qu'on voit les élèves donc sur le chemin des écoles sans ces véritables cache-nez, tout le monde n'en a pas eu. De l'autre côté aussi, il va falloir donc faire ce que l'on dit, parce que quand on parle des mesures barrières, on a l'impression que c'est sur le papier. Quand on fait un tour dans les écoles, on ne voit pas ces mesures barrières, pas de lave-main, pas de cache-nez, et pour les élèves, pas de savon, pas de dispositif. Et je crois d'ailleurs qu'au-delà du ministère, ce qui est important de mon point de vue, c'est que les parents d'élèves à travers les associations s'y mettent véritablement pour donc faire en sorte justement qu'individuellement et collectivement, on puisse avoir une rentrée sécurisée sur le plan sanitaire. Maintenant, ce qui concerne justement la sécurité, on a vu effectivement plusieurs écoles sont maintenues fermées par la faute de l'insécurité. Et moi, mon inquiétude est d'autant plus grande quand j'ai constaté que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, a décidé de redéployer les enseignants qui étaient destinés à ces écoles-là vers d'autres régions. Cela suppose évidemment et malheureusement que ce sont des zones qui sont pratiquement abandonnées en ce qui concerne le corps, puisque les enseignants même n'y sont plus, ils sont affectés ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait progressivement pour obtenir la réouverture de ces écoles et organiser le redéploiement de ces élèves, de ces enseignants dans ces localités? Voilà une question, parce qu'il nous revient de plus en plus que et la sécurité est en train de s'installer dans certaines régions avec l'intervention des forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, le personnel administratif, les enseignants, les encadreurs, tout ce que l'on peut avoir comme représentant de l'administration est absent depuis des moments et ne sont plus revenus. Donc je pense qu'il va falloir de plus en plus également penser à ce redéploiement du personnel administratif dans certaines localités. Maintenant, en ce qui concerne la fronde sociale, on sait que les enseignants ont des revendications qui ne sont pas satisfaites, parlant justement de l'UTR jusqu'aux revendications propres à la corporation. Le ministère de l'Éducation, c'est le ministère qui regarde le plus gros nombre de syndicats, environ une vingtaine de syndicats. Et je crois d'ailleurs qu'à ce niveau-là, il va falloir donc renouer le dialogue social pour qu'on n'ait pas donc des crises perlées pendant cette année qui commence. Parce qu'on parle de coronavirus, on parle d'insécurité, mais tout cela ne peut avoir donc d'impact véritable si les enseignants eux-mêmes ne sont pas dans les salles de classe. On peut régler la crise sanitaire, on peut régler l'insécurité, mais s'il y a justement l'absence des enseignants, on pourra donc malheureusement retomber dans une dynamique de mauvaise qualité de l'enseignement encore, avec des années scolaires qui sont escamotées, qui sont achevées en queue de poisson. Et c'est le système éducatif qui en prend un coup, déjà que l'on a commencé à parler du niveau de l'éducation dans notre pays. Donc oui, voici un peu le contexte dans lequel malheureusement on a cette rentrée scolaire qui a commencé. Justement, Albert Nagrego, quand on a arrêté les cours au mois de mars, c'était des problèmes sociaux, la fronde sociale qui s'annonçait à l'horizon. Est-ce qu'on n'a pas reporté l'échéance de cette fronde? Oui, l'échéance peut être reportée, mais avant de parler du report de l'échéance, il faut d'abord voir également le discours que le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Waro, a tenu à cette entrée, parce qu'il dit qu'on a traversé une année scolaire difficile au niveau sécuritaire et sanitaire, mais à la fois également c'est l'année où les résultats sont très bons, parce qu'on a vu que les examens au CEP, il y a un très bon résultat comparativement à 2019, où il n'y avait pas de Covid-19. Le BPC, c'est pareil. Le bac aussi, c'est pareil. Donc, quand l'élève fait deux devoirs et on choisit la meilleure, justement, quel est le challenge? Mais c'est pour en venir aux ambitions également que le gouvernement se fixe pour cette rentrée. Est-ce que ce n'est pas du saupoudrage qu'on est en train de nous faire? Est-ce que ce n'est pas un tableau de complaisance qu'on est en train de nous présenter pour montrer que tout est rose, on peut reprendre la rentrée et puis toutes les conditions sont réunies? Mais ce qui est plus dur, c'est est-ce qu'on nous a fait l'état des lieux des zones qui sont touchées par le terrorisme pour nous dire au moins que aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, mais au Burkina, voici le nombre d'écoles affectées, voici le nombre d'enseignants qui manquent dans telle zone pour des raisons de sécurité, voici les
les conditions également dans lesquelles vont se dérouler à la rentrée, parce que pratiquement c'est des écoles incendiées ou vandalisées, ou encore difficile d'accéder à ces zones pour compte tenu d'insécurité, parce que nous on sait qu'aujourd'hui il y a des parties du Burkina ou des zones du Burkina où on vous dira même pour aller il faut encore être sous escorte, tout ça. Mais on nous a pas fait cas de ça. On allait lancer la rentrée à Bobo-Dioulasso au lycée municipal tranquillement et nous présenter des chiffres qui sont très bien. Au-delà de ça, vous avez demandé si ça n'a pas été reporté, la fronde sociale. Moi également, on peut le dire, mais à quel niveau le syndicat se trouve aujourd'hui? Parce que beaucoup avaient eu d'inquiétude pour les examens. Certains pensaient que les examens allaient être pris en otage. Heureusement, le gouvernement a tiré son épingle du jeu, ça s'est bien passé. Maintenant, on attend de voir, est-ce que cette situation aujourd'hui va permettre au syndicat de faire? Je ne pense pas que dans cette période, le syndicat puisse tenir véritablement un bon calendrier de revendication. Parce que déjà, dans le mois qui va suivre, on est déjà dans les campagnes. Oui. Je ne suis pas sûr que, même s'il y a des revendications, on devrait arriver à dissocier les deux. Mais je ne suis pas sûr que des revendications puissent être examinées ou étudiées. Surtout que le ministre de tutelle, les deux ministres même sont candidats aussi aux élections législatives. On a Al-Kassoum Maïga qui est candidat aux élections législatives, tête de liste provinciale. Le professeur Waro qui est dans la boucle du monde, tête de liste provinciale. Donc tous, actuellement, je crois que dans un mois, on va fermer les bureaux. Et c'est sur le terrain. Ah oui, il faut fermer les bureaux et puis aller sur le terrain pour chercher sa réélection d'abord avant de revenir pour la suite. Bon, donc on attend de voir ce que ça va donner, mais je pense que aujourd'hui, l'histoire du coronavirus, quand on regarde les autorités, ce n'est plus l'exemple. On a même l'impression que les autorités ont déclaré la fin de cette affaire parce que les mesures barrières, c'est pas ça, c'est pas les réunions où on voit encore les ministres porter des masques ou des ministres respecter la distanciation sociale, c'est pas les réunions où on voit les ministres se laver les mains pour rentrer là-bas. Bon. Donc on entendra de voir un jour avec Oui, Hyacinthe, est-ce que vous également, vous êtes dans cet attentisme de voir un peu ce qui va se passer au regard vraiment des problèmes qui ont été reportés et dont on sait qu'ils vont revenir à la surface? Oui, surtout pour la pandémie de la Covid-19, c'est surtout le comportement des uns et des autres, des élèves et des parents d'élèves, du personnel enseignant, que moi j'attends de voir. Il y a eu bien sûr les mesures prises pour la clôture de l'année avec les différentes dotations au niveau du ministère. Il semble qu'on a 9 millions de masques qui vont encore être distribués, qui sont en cours d'être distribués. Véritablement, ça, je pense que ça, c'est des mesures prises par le gouvernement, mais ça ne peut pas être efficace au quotidien contre cette pandémie. Il faut d'abord une réaction de chacun, chaque élève, chaque parent d'élève, et c'est ça qu'il faut observer, étant donné que la mesure de distanciation sociale ne peut pas être observée avec nos effectifs dans nos différentes classes. Donc déjà, c'est ça qu'il faut voir, et puis voir l'évolution de la maladie avec ces différents comportements-là. Pour ce qui est de la sécurité, on a vu l'étude menée par le ministère de l'Éducation qui disait qu'il y a 2397 écoles fermées pour cause d'insécurité. Il y a eu 115 qui ont ouvert avec la rentrée. Bien sûr, ça, c'est pas véritablement pour moi tributaire du ministère de l'Éducation. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas école, disons-le trivialement. Et donc, c'est peut-être beaucoup plus global la question de la sécurité pour permettre la réouverture de ces classes. Il y a la question humanitaire aussi, étant donné que les personnes déplacées et par la sécurité et par les catastrophes naturelles aussi, on a eu des inondations ces derniers jours, ces derniers mois au Burkina. Ces personnes-là qui ont occupé des salles de classe doivent les libérer au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en compte pour bien observer le bon déroulement. L'année est déjà prévue pour se prolonger, donc à un certain moment donné. Et je pense que les différentes mesures, toutes les mesures prises au niveau du MENA ou au niveau du MERSI ne peuvent pas être efficaces sans une certaine résilience, et c'est le mot qui a été donné par les différents ministres, des différents acteurs. Aujourd'hui, la grande question, et comme l'a dit Paul Miki, c'est la question de la réaction des partenaires sociaux. Parce qu'on a vu beaucoup de revendications qui ont été plus ou moins remises à la date ultérieure avec la pandémie du Covid-19. Maintenant, quelle va être la réaction? Est-ce qu'ils vont aller directement à la table de dialogue, ou avec cette période qu'on a électorale qui va s'enchaîner avec la période de décembre que l'on connaît très trouble au Burkina dans le milieu scolaire à cause de certaines revendications, notamment pour les affaires Norbert Zango. Donc
il faut attendre de voir quel va être au finish ces différents résultats-là pour se pencher sur l'année scolaire. Pour moi, le premier trimestre doit être véritablement observé parce qu'on a tout ça, on a la phase de révision aussi qui est prévue jusqu'à mi-novembre, de remise à niveau. Et il y a cette question électorale, il y a cette question de mouvements syndicaux. On verra d'ici janvier quel est concrètement le pied placé par l'école burkinabé. Dieudonné Zoungrana, chez vous également beaucoup de pointillés? Oui, et justement, il ne faut pas parce que les ministres de tutelle vont aller à la pêche des voix qu'il doit avoir un peu des temps morts avec les partenaires sociaux, que le ministre Ouaro et le professeur Al-Kassoum est sur le terrain pour se faire élire l'administration. Même si c'est avec leur SG, justement, ce dialogue-là avec les partenaires sociaux doit continuer. Parce qu'on a reporté les problèmes. Les problèmes de l'an passé ne vont pas s'estomper comme ça, avec tout l'effet d'une baguette magique. Et on sait que certains problèmes en suspens, ce n'est pas résolu, les partenaires sociaux vont reconduire leur mouvement. Hyacinthe a cité un peu, on est de octobre à fin décembre, c'est une période de turbulence scolaire. Et on a aujourd'hui la pandémie qui s'est ajoutée. Moi, je pense même que la question des masques, je ne dirais pas comme Albert que les gens ne... Mais je pense même qu'on doit orienter peut-être même la question des masques vers d'autres problèmes plus chauds. Par exemple, les infrastructures scolaires, la santé scolaire qui n'est pas seulement limitée au Covid et tout le dialogue avec les partenaires sociaux. Tout ça doit être vraiment sur le... Parce que l'administration est une continuité. Peut-être que ces deux ministres, ils vont être élus députés. Mais peut-être qu'ils peuvent ne même plus être reconduits comme ministres. Et comme l'administration, c'est une continuité, que ceux qui vont venir les remplacer viennent trouver quand même un terrain. Parce qu'on a vu aussi, il y a des établissements qui sont fermés. Mais il y a des établissements privés aussi qui aujourd'hui, je crois qu'ils ont même fait une sortie pour dire que l'État n'a pas honoré ces engagements, parce que je crois que chaque année il y a des subventions, je ne sais pas, il y a des subventions et l'État n'a pas honoré ces engagements-là et ces privés-là se retrouvent quand même le bec dans l'eau, ils n'ont rien. Il y a aussi le problème de cette scolarité non terminée, mais les établissements exigent que les parents paient. On a arrêté les cours en mars, mais le troisième trimestre doit être payé rubis sur ongle. Sinon, votre enfant ne vient pas à l'école. Oui, par exemple, le troisième trimestre, là, si vous avez un enfant dans un établissement, le troisième trimestre, comme les cours sont arrêtés en mars, donc ils sont partis. Mais si vous venez pour le inscrire, vous devez payer, solder le troisième trimestre. Tout ça, c'est des casse-têtes. Voilà, pour les parents d'élèves. Donc, je pense que il y a deux problèmes. Il y a effectivement la question de la pandémie, mais il y a la question aussi avec les partenaires sociaux qui ne doivent pas être rompus, et élection ou pas. Parce que, ces syndicats-là, ils sont là, vous voyez, ils sont là, mais ils n'ont pas desserré les dents. Hein. Donc, il ne faut pas qu'on reconduise, on débute l'année encore avec les mêmes problèmes. C'est pratiquement cyclique. Et je lisais le rapport Goalkeepers de Bill Gates sur justement l'après-pandémie en Afrique, tout. Mais il est ressorti que quoi que les gouvernements fassent, en tout cas, le secteur de l'éducation va connaître vraiment un grave problème et il nous faut encore peut-être 2 ou 3 ans avant de s'en sortir. D'accord, on va certainement revenir sur ce sujet dans nos prochains débats. Rapidement, le temps d'aborder la Côte d'Ivoire, Albert Nagrego, où on l'a vu, il y a toujours ces craintes d'une nouvelle crise et où l'opposition est toujours vent debout parce que vendredi dernier, elle a réaffirmé avec sous l'égide d'Henri Konan Bédié du PDCI des mouvements en vue, notamment un grand meeting pour ce début du mois d'octobre, tout cela pour contester la légitimité de la candidature de Alassane Ouattara à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire. Finalement, comment on peut faire pour désamorcer? Parce qu'on voit venir. En fait, moi j'ai toujours dit que le problème ici, Alassane est en train de jouer sur le temps et il est en train de gagner sur le temps. Il nous reste 27 jours pour aller à la présidentielle, pour aller aux urnes en Côte d'Ivoire. Si à 27 jours, cette opposition n'a pas encore fini de mettre en place sa stratégie pour contrecarrer la présidentielle, la candidature de Alassane Ouattara, donc peut-être que c'est un matin, elle va s'élever pour créer le chaos, ou bien attendre peut-être le jour du 31 octobre pour pouvoir créer le chaos. Sinon, moi, quand je regarde,
je ne vois pas véritablement la stratégie de l'opposition, même si elle existe, elle n'est pas en marche véritablement. L'appel à la désobéissance civile a été lancé. On est aujourd'hui à plus de 2 semaines qu'elle a été lancée. Mais concrètement, est-ce que sur le terrain, cette désobéissance civile, on la sent, moi personnellement, je ne vois pas. Je ne remarque rien du tout. Pendant ce temps, Alassane Ouattara continue de sillonner le pays. Il fait sa campagne. Il était dans la région de Maraoué, Moronou, avec une visite historique d'ailleurs. Parce qu'Ahmed Bakayoko, son premier ministre, est sorti fièrement pour dire que c'est le seul président qui a parcouru toutes les régions de la Côte d'Ivoire avant la fin de son mandat, sinon les autres ne l'ont pas fait. Hier, on l'a vu dans un stade très géant à Abidjan pour lancer l'inauguration de ce stade-là. Le stade était bien quand même rempli, bon, ce qui montre qu'ils ont réussi la mobilisation. Donc pour lui, dans le pays, tout va, ça marche bien. Et on a l'impression que l'opposition, moi véritablement, c'est parce que BD c'est un ancien président d'ailleurs, et qu'on s'est dit aujourd'hui peut-être il y a un certain respect qui est là, il a un certain nombre de militants, mais si ça ne tenait qu'à une opposition comme Afi Nguessan Pascal ou à Kakabe, Kouadio Kona Bertin, qui a été même suspendu. Tout à fait. Ou encore, si ça ne tenait qu'à ces deux, vous pensez qu'aujourd'hui ils vont manifester véritablement pour marquer une opposition à une candidature de Alassane Ouattara? Je n'y pense pas. Je ne pense pas que Laurent Gbagbo, depuis la Belgique là-bas, pourrait véritablement opposer une barrière à Alassane Ouattara. Je ne crois pas trop. Bon, il reste Bédié. Mais est-ce que Bédié aujourd'hui a véritablement les aptitudes nécessaires pour mener le combat, ou si on peut dire son ultime combat politique? Moi, je ne pense pas trop. Bon, Guillaume Soro en a parlé assez longuement ces derniers jours. On a vu qu'il a baissé encore d'un cran. Alassane réaffirme qu'il n'appliquera pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Ce n'est pas à la Cour africaine des droits de l'homme qu'il répond, mais il répond en même temps à toutes ces institutions qui disent que nous sommes respectueux de la justice internationale, comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme encore d'autres institutions internationales. Donc c'est une manière de leur dire de façon générale que je n'applique pas, et il tient modicus que les élections vont se tenir à bonne date. Donc à 27 jours de cette élection, moi, je ne vois pas véritablement une stratégie de l'opposition qui peut changer les choses, sauf peut-être la violence, le chaos. Et Yacinthe, est-ce que c'est votre avis que peut-être quelque chose de ce genre peut arriver? Arriver, on ne sait jamais, on peut jamais prévoir ce genre de choses justement. Mais pour moi, et je l'ai déjà dit ici, je pense que la clé de l'action de l'opposition est dans les mains d'Ali Kona Bédié. Parce que toujours est-il qu'il est toujours candidat à la présidentielle face à Alassane Ouattara, pour l'instant. Et donc, lorsqu'il est dans cette double posture, il faut l'observer lui. Vous ne pouvez pas appeler à des obéissances civiles contre la candidature de quelqu'un et vous préparer à l'affronter lui aux urnes. Donc, il y a forcément à un moment donné un choix qu'il faut faire. Et c'est cela. Vous estimez que c'est un marché de dupes? Je pense que Ali Kona Bédié n'a pas encore abattu toutes ses cartes dans cette course à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Il faut l'observer parce que lorsqu'il maintient les deux aspects, ça veut dire qu'à un moment donné, il va abattre une des cartes, il va forcément aller vers une des cartes et on pourra mieux juger de sa capacité à actionner cette carte-là. Mais aujourd'hui, tout porte à croire en tout cas que le boulevard est ouvert pour Alassane Ouattara avec ce qui se passe dans l'opposition, parce que l'appel à la désobéissance civile est lancé, certes, mais elle n'est pas encore, cet appel n'est pas encore encadré par certaines personnes sur le terrain. Véritablement, on ne voit pas quelles sont ceux-là qui vont porter la mobilisation sur le terrain. Et je pense que c'est en cela aussi qu'il faut observer la capacité de mobilisation d'un acteur comme Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo de l'extérieur sur le terrain en Côte d'Ivoire. Mais pour moi, en tout cas, on n'est plus qu'à quelques jours de la présidentielle. Il faut observer le déroulé. Dieudonné, vous êtes toujours dans l'observation? Oui, bon, je trouve qu'il y a, bon, il y a une accalmie, bon, c'est un calme plat, mais ce n'est pas l'encéphalogramme du comateux irréversible, c'est-à-dire que c'est un calme fourré. Et tout peut jaillir tout de suite et maintenant. Et le tableau de bord politique de la Côte d'Ivoire indique qu'il y aura tambouille. Quoi qu'il advienne, il y aura la tambouille parce que c'est quoi? Cette désobéissance civile sérinée par Bédié, ça prend quelle forme? Est-ce que c'est pratiquement un tout sauf Ouattara qui ne dit pas son nom? C'est ça. C'est un tout sauf Ouattara qui ne dit pas son nom et qui augure justement des lendemains chauds. Yacine vient de le dire. C'est vrai que politiquement, on ne sait pas quelle est la forme de cette désobéissance civile. Donc, en fait,
peut-être qu'il a ces cartes ou bien ils sont en train de chercher. Mais bon, pour le moment, on sait que politiquement, c'est lui qui peut vraiment faire pièce aux ambitions de Ouattara. Parce que, comme je dis, historiquement, aucun président n'a jamais étreigné la magistrature suprême à lui seul. C'est toujours le triplé. Bédié, Barbeau, Bédié, Ouattara. C'est les trois là qui font toujours des combinaisons gagnantes pour pouvoir aller au palais de Cocody. Bon, cette année, on ne sait pas parce qu'il n'y a plus cette combinaison. Et je pense aussi que, outre Bédié, il ne faut pas se méprendre sur la capacité de nuisance d'un Soro. Soro, c'est vrai qu'il est à 6000 km d'Abidjan, mais ce monsieur, il connaît tellement le landerneau politique ivoirien que moi, ce monsieur-là, il faut faire gaffe parce que je ne suis pas sûr qu'il ne va pas peser depuis Paris là-bas. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une inflexion même de Paris. Avant, mais maintenant, vous voyez, on le permet même de louer un hôtel, et ces sorties même sont relayées et passées en boucle sur des médias occidentaux. Il y a des petits signes qui ne trompent pas. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, là, peut-être qu'il faut attendre de voir, mais tous les signes indiquent, parce que le RHDP est réduit aujourd'hui au symbole RDR. Le parti unifié n'a plus tous les toiqueux et autres là. Bon, il faut attendre de voir, mais je pense que s'il n'y a pas de dialogue, je pense que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire l'économie, en tout cas, d'une crise encore. Non, en fait, oui, alors, je voudrais simplement dire, je pense que, bon, quand on regarde effectivement le calme que l'on observe ces dernières semaines en Côte d'Ivoire, cela ne voudrait pas dire que tout est réglé. C'est vrai, on l'a dit, hein, le président Ouattara bat campagne, il mobilise tout le monde. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça, j'ai vraiment cette crainte-là. J'ai le sentiment que de très mauvais, ça ne sent pas bon. Comme vous-même vous l'avez dit, sur le tableau de bord politique, ça signale du rouge, apparemment. Maintenant, aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte que ces élections soient le moins meurtrières possible. Parce qu'il a déjà eu des cas de perte en vie, beaucoup de morts en Côte d'Ivoire. C'est de faire en sorte que les vieux démons de 2010 ne refassent pas surface. Comment faire pour limiter les dégâts? Je pense que c'est à ce niveau d'ailleurs que le débat doit se poser et les efforts doivent être concentrés. Mais aujourd'hui, on a toujours compté, moi en tout cas personnellement, sur l'élégance du président Ouattara. On s'est dit qu'à un moment donné, il allait dire, bon écoutez, je lâche la chose, mais on a l'impression effectivement qu'il est en train d'aller tout droit dans le mur. Et je me demande d'ailleurs s'il est réélu, par miracle, quel type de Côte d'Ivoire il va diriger dans ces conditions où, en tout cas, tout le monde est contre sa candidature. Je ne vois pas quelle fierté d'un chef d'État il va donc enrober après ces élections. Donc, malheureusement, on est dans cette situation en Côte d'Ivoire et c'est vraiment dommage. Il y a justement cette crise-là que l'on aurait pu éviter, puisqu'on devrait tirer les leçons de 2010. On n'a pas tiré ces leçons-là et c'est vraiment le retour des vieux démons. Et comme Dieudonné l'a dit, on ne sait pas quel plan les autres sont en train de préparer parce qu'un gars comme Guillaume Soro n'a appris que faire la guerre. Et on ne sait pas effectivement qu'est-ce qui peut arriver en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc on ne fait que croiser les doigts et puis attendre malheureusement. Yacinthe et Albert ne sont pas totalement d'accord avec vous, mais on est pris par le temps. En fait, je veux dire que ce soit Ouattara, que ce soit Bédié, chacun a un point de faiblesse. Parce qu'aujourd'hui, Bédié attaque Ouattara pour un troisième mandat qui trouve qu'il n'est pas élégant politiquement. Mais à la fois, il y a des gens qui attaquent Bédié parce que pour son âge, ça ne fait pas également beau pour lui d'être candidat aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est difficile pour Bédié de vouloir en découdre avec Ouattara parce que de son point de vue, il n'est pas aussi exemple. Il n'est pas un modèle parce que son âge aujourd'hui est un handicap pour certains. Finalement, il ne faut pas bon d'être électeur ivoirien. Voilà, donc on l'appelle à la sagesse. Donc du coup, chacun a ses faiblesses. Autant Bédié peut revendiquer ou bien dénoncer un troisième mandat de Ouattara. À la fois également, des gens peuvent lui en vouloir pour être candidat à 86 ans parce que ce n'est pas un exemple à la jeunesse ivoirienne, ce n'est pas un exemple pour la démocratie ivoirienne, ce n'est pas un exemple encore d'élégance en politique. Donc. Oui, on va s'arrêter vraiment là. On aurait pu évoquer la question du prix du cacao où on a estimé que c'est aussi du bonus ou des bons points pour un élément de campagne, un élément de campagne et d'autres aspects, mais on est vraiment pris par le temps. Merci à Dieudonné Zoungrana d'être venu pour le débat. Merci à Yacinthe Bourousseke Sanou d'être venu pour le débat. Merci à Albert Nagrego d'être venu pour le débat. Merci à Paul Mikirwamba d'être venu pour le débat. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité renouvelée à cette émission. À dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.